De retour sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous revenons au Togo, comme d'habitude. Nous parlons du 27 avril. Le Togo fête l'anniversaire d'indépendance. Gabin, Firmin plutôt, nous fêtons 63 ans d'indépendance. Le long parcours, quel bilan cela vous inspire? Quel regard vous portez sur ce parcours depuis 1960 jusqu'à 2023, 63 ans? Non, je me demande si c'est une dissertation que vous me demandez. Ne me soumettez pas à cet exercice qui est si lourd et difficile. Mais je analyse en ma qualité de chroniqueur, de journaliste. Donc, et de citoyen togolais. De citoyen togolais aussi, si vous le permettez. Donc, je me dis que le parcours a été long. La nuit est longue. Mais le jour vient. Le jour vient, ou le jour est là finalement. Le jour vient. Le jour. On préfère la version originale, le jour vient. Oui, continuez s'il vous plaît. Le jour vient pour dire qu'en réalité, nous ne sommes pas encore devenus un pays développé. Ce que les Sylvanus Olympio avaient pour ambition de construire, c'est-à-dire la Suisse de l'Afrique. Cela, nous ne sommes pas encore devenus cela. Donc, le jour vient. Nous espérons que le jour vient parce que, avec tout l'engagement des premières autorités togolaises aujourd'hui, avec tous les chantiers qui sont lancés, avec toutes les inaugurations que nous voyons par-ci, par-là, je me dis que le jour vient. Et regardez même ces derniers temps, tous les forats organisés et auxquels le président de la République a assisté personnellement, en donnant des instructions, en touchant du doigt les réalités des agriculteurs, les problèmes auxquels ils font face. Et aussi, il y a cela, je voudrais juste donner un exemple en parlant d'agriculture, toujours en restant dans ce domaine, avec le centre de mécanisation agricole qui a été inauguré à Chichao et dont le groupe Ebomaf se chargera de la construction. C'est le groupe Ebomaf qui va se charger de cette construction. Ce groupe-là, qui est un groupe panafricain, qui fait un grand travail et qui est là au Togo et qui a fait beaucoup de routes. La route Lomé-Palimé, même c'est ce groupe-là qui s'en est chargé. Et aujourd'hui, c'est un président qui s'ouvre au monde africain, qui compte beaucoup sur l'expertise nationale et panafricaine aussi, sans oublier l'expertise occidentale. Donc on voit qu'en 18 ans, en plus de 17 ans, le Togo a changé de visage. N'oubliez pas, je vais pas prendre comme ça, je vais prendre deux dates. Première date, je parle de 92. Il y a eu rupture de la coopération, c'est-à-dire le Togo venait de rentrer dans la démocratie, rupture de la coopération. Maintenant, en 2005, le général Eyadema, qui était au pouvoir, lui, il meurt. Et Fonia Singbe, qui arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir avec tous les indicateurs qui n'étaient pas ouverts. Les institutions de Bretton Woods nous avaient quittés. Maintenant, ils sont de retour après les législatives de 2007. L'Union européenne est revenue, le FMI est revenu, la Banque mondiale est revenue et le gouvernement togolais a travaillé jusqu'à avoir la qualité de pays pauvre très endetté. Mais pays pauvre très endetté, même si le qualificatif n'est pas trop alléchant et trop reluisant, ça vous permet, quand vous êtes à ce niveau, ça vous permet, ça montre aux yeux du monde que vous êtes sauvable. Ça veut dire que vous n'avez pas l'argent tout de suite, mais si on vous prête de l'argent, dans les années à venir, vous pourrez nous prêter. Et donc, c'est avec cette qualité, avec ce statut-là, oui, vous pouvez nous rembourser. Donc, c'est avec ce statut-là que le Togo a pu avoir accès à beaucoup de financement, à beaucoup d'argent pour financer la construction des routes et lancer la politique de grands travaux. Et aussi, pendant tout ce temps, on a assaini les finances publiques. Et donc, ce qui a attiré la confiance des partenaires. Et aujourd'hui, on voit les résultats qui sont là et des travaux qui sont lancés sur toute l'étendue du territoire national. Ça, on peut l'apprécier. Et aussi, le deuxième volet que je voudrais faire observer, c'est en parlant toujours de parcours, notre entrée en démocratie, comme dans plusieurs pays, n'a pas été du tout rose. Rose pour nous, ça a été tellement difficile. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des exilés et tout ça, ça a été tellement difficile. On n'a pas pu avoir l'alternance comme les gens le souhaitaient, les centres de la démocratie la souhaitaient à l'époque. Et à ce niveau, moi, je suis très catégorique. C'est parce qu'à l'époque et jusqu'à présent, l'opposition qui a toujours cherché à combattre le régime en place n'a jamais été favorable à l'alternance. C'est mon point de vue. L'opposition n'a. Faut jamais dire ça. Attendez. Dire des choses. Non, attendez.
attendez, c'est mon point de vue, je l'assume, c'est-à-dire avec tout ce qu'on voit, avec tout ce que nous avons vécu, avec toutes les erreurs qui ont été commises, moi je me dis toujours que cette opposition que nous avons, surtout la classique, il y a une majorité de classiques opposants qui n'ont jamais été d'accord avec l'alternance. Ils ont plutôt contribué à l'enracinement du système en place. Peut-être par leur comportement, selon vous, mais ce qu'ils ont toujours réclamé, c'est l'alternance. Ils se sont présentés aux élections, ils ont fait des campagnes, il y a eu même des manifestations, et plusieurs activités ont été faites pour obtenir l'alternance. Oui, plusieurs activités ont été faites pour obtenir l'alternance officiellement, mais dans les coulisses, on voit toujours ce qui se passe. C'est une opposition qui a toujours travaillé à enraciner le rejet. Non, ce sont des allégations. Ce sont des allégations, je dirais même fallacieuses. Parce qu'on ne peut pas dire ce genre de choses dans les coulisses. Qui était dans les coulisses? Il y a des caméras. Attendez. Nous avons eu à produire un certain nombre de chroniques. Et nous avons eu moi particulièrement, nous avons eu à produire un certain nombre de chroniques. J'ai fait mes petites enquêtes journalistiques. Depuis que je suis rentré, je suis dans la presse, ça fait déjà presque une vingtaine d'années. Et donc, j'assume ce que je dis, que cette opposition ne veut pas l'alternance. Je continue pour dire... Mais est-ce que le pouvoir veut laisser la main? C'est ça la question. Est-ce que le pouvoir veut laisser la main? Le pouvoir, monsieur... Il y a des textes qui le disent. Monsieur Adjaro... Il y a des textes qui le disent. Monsieur Adjaro... là pour arriver à l'alternance. Non, monsieur Adjaro, vous savez... vous êtes juriste. Lorsqu'on a le pouvoir, on est porté, on fait tout pour le conserver. Vous savez, là où j'ai vu peut-être une petite volonté d'ouverture au niveau du pouvoir, c'est quand le Front National est arrivé avec une constitution qui ne limitait pas le mandat. Mais en 2019, on a fait des réformes constitutionnelles et institutionnel, et on a limité le mandat. Moi, peut-être, je suis là... Ce que les opposants ont toujours réclamé. Ce que les opposants ont toujours réclamé. Ils se sont battus pour. Et moi, j'ai toujours dit qu'en réalité, la limitation le pouvoir ne s'est pas levé du jour au lendemain pour limiter le mandat. C'est parce que les opposants se sont battus pour ça. La limitation de mandat n'est pas au fait le problème. Maintenant, pour chuter, ce que je voulais dire, c'est que Olympio, il est arrivé au pouvoir en 1963. Il a été assassiné. Le général Léa Deman est arrivé au pouvoir en 1967. Il a dirigé le pays. Il a dirigé le pays avec une main de fer de 1967 à 2005. Je dirais plutôt de main de maître. Non. Pas avec main de fer. Non, mais dans les années... Puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui le réclament. Oui, dans les années 90, au début, par exemple, il avait presque perdu le pouvoir. C'était l'opposition qui était bien forte à l'époque. Mais les erreurs que l'opposition a multipliées ont contribué plutôt à faire revenir le général et à le rendre davantage fort et plus puissant. Il devait être peut-être à l'époque dictateur parce que le contexte à l'époque aussi s'y prêtait. Tous les chefs d'État à l'époque étaient des dictateurs. Merci mais il est mort. Mais aussi, oui. Il faut reconnaître que sous son magistère, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Quand on voit aujourd'hui, dans les 5 régions, les hôpitaux, les centres de santé ont été construits sous lui. Vous parlez bien du général. Je ne pense pas. Oui. Non, du général. Les grands hôtels que nous connaissons, les Sarakawa, les 2 février, la paix qui n'existe plus aujourd'hui, ont été construits sous lui. Donc, sous lui, il y a eu un certain nombre de réalisations. Et aussi parce que le Togo, avec son histoire de boom phosphatier, avait un peu d'argent. Donc, juste dire qu'en réalité, le Togo, c'est un pays qui est en train de décoller, mais avec beaucoup de travail, beaucoup de finesse, beaucoup de stratégie, on pourrait aller loin si on le désire bien. Merci. C'est l'analyse de Firmin Teko Agbo, je le rappelle. Maintenant, Gabin, vous avez la parole. Quel regard portez-vous sur 63 ans de parcours, notre indépendance jusqu'à 2023? Quel est le bilan selon vous? Bon, s'il faut faire un bilan, bien sûr. Faire un bilan, ça un aperçu, quand on parle de 63 ans d'indépendance du Togo, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça doit être sur le plan c'était politique. Bien ou bien on a reculé? Mi-figue, mi-raisin, on peut le dire, parce que je pense que le Togo a pris le flot du développement depuis 2010, parce que le premier mandat du président a été très mouvementé. Il était obligé de passer par des accords et tout pour pouvoir gouverner. Donc, il a commencé réellement par travailler à partir de 2010. Et bon, moi, je ne veux pas faire le bilan du président actuel parce que c'est 63 ans d'indépendance quand même. Et il y a eu des gens qui ont eu à gérer le pays. Maintenant, quand tu prends le pays, aujourd'hui, le président de la République a beaucoup de travail, tout simplement parce qu'il y a eu des prédécesseurs qui n'ont pas beaucoup travaillé. Aujourd'hui, c'est-à-dire les 38 ans du feu Yadema,
Bon, c'était tout le Firmin bilan, parlait tout à l'heure pour les 30 Ouais, bon, ans tout le- de Sarakawa, de 2 février, de c'était la paix des- qui n'existe c'était plus, des si éléphants je blancs. reprends ces Aujourd'hui, termes. aujourd'hui, quand tu prends le hôtel de février, hôtel de la paix, ça servait à quoi? Bon, c'est un délabrement. Ça a servi en son temps. Sarakawa, c'est sous régime intérimaire, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de Mais gérer. l'hôtel là existe quand même. Ça existe quand même. Ibis, ça appartient quand même à une autre personne aujourd'hui. Hôtel de février, entre-temps, c'était Radusson qui était venu à racheter et tout ça. Donc, moi, sur le plan économique et surtout social, quand tu prends la population togolaise aujourd'hui, c'est une population qui est en majorité pauvre et qui est en majorité groupée sous le poids de la misère, qui vit en bas du seuil de pauvreté avec pratiquement 300 francs par jour, selon les estimations des institutions de Bretton Woods. Donc aujourd'hui, quand on prend la situation du Togolais, parce que l'indépendance aussi, ça se résume aux populations que tu diriges. Quand tu prends la population togolaise aujourd'hui, c'est une situation assez compliquée, c'est une situation économique très douloureuse et la population crie à tue-tête à chaque moment. Entre-temps, il y avait le grand marché de Lomé qui avait été détruit. Heureusement que c'est en train d'être reconstruit. Et le grand marché de Kara qui avait été inauguré la dernière fois. Mais globalement, quand tu prends le bilan économique, on ne peut pas dire que c'est reluisant. Ce n'est pas reluisant. La situation togolaise au niveau économique n'est pas assez reluisante. Et disons la vérité, je pense que le chef de l'État est encore en train de travailler sur ce sujet-là. Quand il pense au fait d'offrir 15 000 francs chaque trimestre à la population, ce n'est pas aux riches qu'on donne cet argent-là, c'est à des pauvres. Et la majorité de cette population-là est toujours pauvre. Et lui-même, il avait dit lors d'un de ses discours, une minorité accapare les biens du pays. Alors là, ça veut dire que la majorité croupit sous le poids de la misère. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la population puisse retrouver cette ambiance-là de patriotisme? Parce que quand tu ne manges pas bien à ta faim, à un certain moment, tu n'aimes pas vraiment ton pays. Tu te dis, ben, qu'est-ce que le pays est en train de m'offrir? Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des jeunes, quand vous allez au service des passeports, leur intention, c'est de partir. Beaucoup de jeunes sont en train de partir aujourd'hui du pays et pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui vont à la diaspora, qui vont en Europe ou bien aux États-Unis, mais c'est à côté ici. Au Ghana, quand tu vas au Ghana, quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est une forte proportion de la population togolaise qui réside dans ces pays-là. Donc, je pense que, pour moi, sur le bilan social, ce n'est pas assez reluisant. Et sur le plan économique aussi, le Togo peine à décoller économiquement. Aujourd'hui, quand tu prends la BTCI, c'est le même Bukongo qui a acheté ça. Simco, c'est lui. Aujourd'hui, le marché des tracteurs, c'est lui qui a encore pris ça. Et, comment on dit, nos routes, c'est lui qui est en train de les faire. Est-ce qu'il n'y a pas un Togolais capable de pouvoir réaliser ça? Donc, si aujourd'hui, on n'est pas arrivé à construire des Bukongo, on n'est pas arrivé à construire des Adeleke, on n'est pas arrivé à construire des Aliko Dangote, c'est qu'on est très en retard. Et l'idéal défini pour notre pays par les pères de l'indépendance, les pères de la nation, est-ce que c'est l'idéal dans lequel on est aujourd'hui, lors de l'humanité, ce qu'on a toujours voulu avoir pour le pays? Est-ce que nous sommes dans ça aujourd'hui? Est-ce que le peuple togolais, quand tu croises un Togolais de la rue, il va crier fort: je suis fier d'être Togolais? Dans l'aspect même, regardez sur nos routes. Demain, c'est la fête de l'indépendance, c'est l'anniversaire de notre atteinte à la souveraineté internationale. Mais regardez sur nos routes, les drapelés qu'on met sur les poteaux électriques avec des scotch, est-ce que ça, c'est joli? Dans nos rues, comment est-ce que les décorations sont faites? La dernière fois, le Sénégal a fêté son indépendance, on a vu ce qu'ils ont fait. On a vu la décoration dans la ville. Et entre-temps même, sous le général Eyadema, lors du 13 janvier, on décorait même qui n'est pas la fête de l'indépendance. Les cocotiers et tout, mais c'était quand même sous le coup de fête de libération nationale qui est devenue aujourd'hui, bon, la fête de l'indépendance et tout. On n'arrive pas à faire cela. Comment on peut fêter une fête de l'indépendance dans une certaine morosité? Quand tu rentres dans la ville, c'est morose. Nos villes, la décoration, je dirais même que ce n'est pas la peine qu'on fasse cela. Aller à la Fontaine Lumineuse, voyez les photos des chefs de l'État qu'on met par terre, entourer le rond-point. Ce n'est pas joli. Ça ne fait pas bien de voir ça. Comment moi, président que je respecte, je vais voir sa photo, son portrait par terre?
ça ne fait pas bien. Je pense qu'il faut quand même repenser à l'indépendance et repenser à la vie que mène le peuple togolais. Sur le plan politique, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Firmin le disait tout à l'heure que l'opposition ne voulait pas l'alternance. Il n'y a pas d'opposition dans ce monde-là qui ne veut pas l'alternance. Même si on te donne quelque chose... en tout cas, cette Togolaise ne la veut pas. Si on te donne quelque chose ailleurs, cette Togolaise ne la veut pas. Toi-même, tu as envie d'y être. Et je pense que cette opposition-là s'est énormément battue. Si aujourd'hui, le pouvoir a quand même accepté de limiter le mandat présidentiel, c'est parce que l'opposition s'est levée pour. Ils se sont battus pour. Donc, on ne peut pas blâmer l'opposition, même si à un certain moment, ils ont commis des erreurs. Et tout le monde commet des erreurs. Le pouvoir en a commis, l'opposition en a commis. Et notons qu'au sein du pouvoir, il y avait eu des dissensions aussi. Les Agbeome qui sont partis, les Daokou Péré qui sont partis. Voilà, il y avait plein de personnes qui sont passées. Ça veut dire qu'on ne peut pas être d'accord à chaque moment. Et au sein de l'opposition, ils ne peuvent pas être d'accord parce que chacun a créé son parti politique. On demande à aucun opposant d'être d'accord avec le pouvoir. Chacun a créé son parti politique avec une certaine idéologie. Avec certaines idéologies, il ne faut pas faire aussi des allégations et fallacieuses contre des opposants. Aujourd'hui, c'est ce qui détruit aussi notre opposition. C'est ce qui détruit aussi notre opposition. C'est ce qui détruit aussi notre population. C'est l'opposition même qui se détruit. On attend ceci. Non, il est parti prendre de l'argent ici. Même s'il est parti prendre de l'argent, c'est auprès de son frère. C'est un Togolais qui lui a donné de l'argent. Un bon Togolais. Je voudrais qu'on touche deux aspects clés, la santé et l'éducation. Firmin, en 60 ans, est-ce que la santé, le système sanitaire togolais aujourd'hui est à la hauteur du parcours qui a été fait? Alors, s'il vous plaît, si vous permettez, avant de répondre à cette question, je vais glisser quelques mots quand il parlait de Bukongo, par exemple, du patron du groupe Ebomaf. Oui. Vous savez, bien sûr, le Togo n'a pas encore un Bukongo, un grand patron comme Ebomaf, mais c'est l'occasion, c'est le moment d'encourager à ce que le Togo est cela. Parce que ce groupe-là, pourquoi moi j'en parle souvent? Parce que vous savez, avec notre centre, on parle beaucoup plus du patriotisme, on parle du panafricanisme. Quand les richesses se cumulent au niveau de l'Afrique, quand les Africains créent des groupes, ça nous permet de rayonner à travers le monde. Parce que les Occidentaux se sont imposés avec des grands groupes comme Elf et autres. Oui, donc si on peut aussi avoir ça là. Le fait que ce groupe-là soit ici n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose parce que ça nous crée de l'emploi, de la richesse. Parlons maintenant santé et éducation. Oui, par rapport à la santé, moi je me dis qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement. Il y a aussi par exemple ce projet qui permet aux femmes enceintes d'avoir l'accompagnement de l'État jusqu'à l'accouchement et aussi après un certain nombre de mois. Il y a aussi ça. Mais en termes d'infrastructure, moi je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Aujourd'hui, principalement... Infrastructure sanitaire. Okay. Donc, on a inauguré même un hôpital, Dr Lafière, un hôpital de référence. Moi, je me dis, mais c'est insuffisant dans la mesure où, dans les 5 régions du Togo, si on peut avoir des hôpitaux de référence, si dans chaque région, on peut avoir un hôpital de référence, je pense que ça peut aider. Et aussi, dans certaines contrées du Togo, il y a des centres de santé qui manquent. Et c'est l'occasion aussi de demander en ce jour de demander aux autorités de réfléchir, d'avoir une politique de santé assez bien fournie pour pouvoir couvrir en termes de santé tout le territoire. Sinon, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a d'autres choses qui restent à faire, surtout géographiquement, doter presque toute la localité de centres de santé pour que des gens ne parcourent pas des kilomètres avant d'avoir accès au centre de santé. Et aussi, centre de santé rime aussi avec personnel soignant et qualité de travail. On a vu toutes les grèves qui ont secoué ce secteur, le personnel avec ses mouvements. Est-ce qu'on ne veut pas encore créer d'autres problèmes en créant des centres de santé ou bien ça doit aller avec les conditions qui doivent s'ajouter? Oui, vous parlez bien en parlant de conditions. Parce que vous savez, si vous allez en France aujourd'hui, les médecins togolais, vous allez les compter. Ils sont nombreux. Moi, j'ai des amis qui sont médecins togolais qui ont quitté le Togo parce qu'ils parlent de conditions. Ils disent que les conditions sont un peu nettement acceptables ailleurs, c'est-à-dire en France, à l'Hexagone, qu'au Togo. Ça, là, moi, je me dis que l'État a péché à ce niveau. Si on va commencer à former les gens, après, les gens vont quitter pour aller se perfectionner et ne plus revenir. C'est un manque à gagner pour le pays. Donc, il faut créer tout d'abord les conditions
pour que ceux-là viennent. Et aussi, c'est ce que les Chinois et autres ont fait. Quand les gens ils se sont spécialisés dans un domaine, qu'ils viennent et qu'ils deviennent patrons dans ce domaine, qu'ils forment des jeunes, d'autres personnes dans ce domaine, et que l'État injecte beaucoup d'argent. L'État injecte beaucoup d'argent en termes de matériel. L'État injecte beaucoup d'argent en termes de formation. L'État injecte beaucoup d'argent en termes de paiement de salaire. Et là, ça va encourager parce que des gens sont revenus, ils n'ont pas de matériel pour soigner. Et les conditions ne sont pas acceptables. Donc aussi à ce niveau, il faut le voir. Et l'autre chose aussi... Le système éducatif. Alors, par exemple, pour chuter à ce niveau, au niveau des centres de santé, il y a toujours le matériel qui manque. Il y a toujours le matériel qui manque. Et les gens le clament toujours. Donc, à ce niveau aussi, il faut faire un travail beaucoup plus fourni. Le système éducatif, je me dis que nous avons toujours ce problème, même si au niveau de l'éducation, au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, on voit des efforts qui s'affichent. Mais je me dis que l'école togolaise n'arrive toujours pas encore à répondre à la réalité du 21e siècle. Oui, on n'arrive toujours pas à répondre. Et je me demande... Sur quel aspect? Qualité de la formation, infrastructure, corps enseignant quoi? Qualité, infrastructure. Qualité tout d'abord, c'est-à-dire, vous allez demander à un enfant togolais qui est en terminale de vous conjuguer le verbe résoudre à l'imparfait. L'enfant n'est pas capable de vous le conjuguer. Vous imaginez, vous allez demander à un enfant de la classe de 6e de vous écrire son propre nom et prénom. L'enfant est incapable de vous l'écrire. C'est des choses... Le 6e, c'est quand même exagéré. Non, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là... avec des fautes. Des gens qui sont palpitants. C'est la phonétique. Des gens qui sont palpitants aujourd'hui. Des gens qui sont... Parce que on ne sait pas ce qui se passe. Donc, à ce niveau, il faut insister sur la qualité. La qualité. Et puis, des jeunes qui sont arrivés à l'université aujourd'hui, même après leur diplôme, qui ont du mal à aligner des mots français, et qui écrivent avec des fautes exagérées. Vous savez que moi, je suis journaliste et je reçois assez de jeunes journalistes en termes de stage, de formation. Je coach un peu les journalistes. Et quand vous recevez des jeunes, vous échangez avec eux, c'est un peu difficile. Parce qu'il faut avoir... Le premier outil, c'est la langue. Oui. Quand vous ne l'avez pas, c'est difficile de progresser. Quand vous ne l'avez pas, c'est difficile de progresser. Donc, en termes de qualité, il faut des efforts. Parce qu'il ne faut pas seulement voir la forme où on veut construire des infrastructures. Et aussi par rapport à la formation des enseignants. C'est ça, au fait. On se demande, avec le système LMD qui a été introduit, on se demande, est-ce que dans les années à venir, est-ce qu'on pourrait avoir des enseignants de qualité? Est-ce la faute au système? Oui. Quand déjà, il y a des enfants qui prennent du retard pour écrire leur nom, pour savoir écrire leur nom. Et à l'université... n'est pas appliqué Non, moi je dis, non, pas seulement LMD, non, c'est aussi un exemple. Quand les enfants prennent du retard pour apprendre à écrire leur nom, et quand les enfants arrivent à l'université avec des diplômes, mais qui ont du mal à s'imposer, moi je me dis à ce niveau, il y a des problèmes. Il sera difficile d'avoir des enseignants de qualité. Nous avons eu la chance d'avoir des enseignants de qualité, mais on se demande si la génération future aura des enseignants de qualité. Quand on voit déjà ceux-là qui forment, qui ont du mal à bien former. Bien sûr, au niveau de ENI et autres, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais on voudrait que ça devienne davantage de performance pour que ça puisse bien aider. En termes d'infrastructures, on voit encore qu'il y a des écoles qui ne sont pas bien construites à certaines localités du pays. Si on peut revoir cela, pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on puisse avoir l'école togolaise, une école de qualité. Merci Firmin. Gabin Adjao, le système éducatif, le système sanitaire, quel regard portez-vous sur ces deux systèmes, soit 3 ans après notre indépendance aujourd'hui? Vous savez, moi, aujourd'hui, je plains beaucoup le chef de l'État parce que tout est prioritaire dans le pays. Et quand tu prends le secteur sanitaire, c'est la catastrophe, si je peux dire. Et le personnel, et les infrastructures, et le plateau technique, c'est la catastrophe aujourd'hui. Je prends juste l'hôpital de référence, pas Dr Lafia qui vient d'être inauguré parce que je suis sûr que tout le monde ne peut pas avoir accès à cet hôpital-là et surtout que beaucoup de services ne sont pas encore opérationnels. Quand tu prends l'hôpital de référence qui porte le nom du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Déjà, le personnel ne t'accueille pas bien.
déjà, le plateau technique, ce n'est pas ça. Et les portes des salles d'opération qui n'ont même pas de portique, on est obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs, du pure water pour pouvoir venir laver les mains avant de faire une opération. Quand tu vois les lits, ça part en vrille. Et puis, c'est dans cet hôpital-là qu'on dit, bon, voilà notre hôpital de référence. Quand tu vas dans une clinique... Sur ce point, par exemple, le nom porté par cet hôpital, le nom du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, oui. et l'état que vous décrivez aujourd'hui, vous pensez qu'on a bafoué la mémoire de Sylvanus Olympio à travers cet hôpital? Bon, je ne le dirais pas, parce que bon, en le faisant, le chef de l'État le faisait pour une bonne intention. Mais est-ce que, vous savez, le chef de l'État ne peut pas être sur tous les tableaux. Celui-là qu'il a nommé, le ministre, est-ce qu'il travaille réellement? On a parlé de contractualisation, mais tout ce qui a été fait dans cette contractualisation-là, c'est que la morgue a été rénovée. C'est tout. Au moins ça. Ben, on ne va pas mourir. On ne va pas tous mourir. C'est pour nous amener à la mort. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire un scanner, il est obligé d'aller dans une clinique. Quand quelqu'un veut faire une radio rapidement, puisque au niveau du CHU Campus, c'est plein à craquer. Donc, si tu veux le faire rapidement, tu es obligé d'aller dans une clinique. Si une seule personne est arrivée à acheter une radio, si une seule personne est arrivée quand même à acheter du scanner, pourquoi pas au Togo? Je me souviens très bien qu'entre-temps, il y avait un scanner qui avait été apporté ici. On avait dit que bon, le chef de l'État va partir l'inaugurer. Et quelques minutes après, on dit que bon, le scanner, ça ne fonctionne plus. Où est passé cet argent-là? La gestion du pays aussi, ça passe par là. Aujourd'hui, quand tu prends le système sanitaire, moi je dis toujours c'est la catastrophe. Les CMS dans les villages et tout, ce n'est pas véritablement ça. Les gens qui vont à Vaughan ici, les gens qui vont à l'hôpital avec des tricycles, et entre-temps même, il y avait une ministre qui avait offert des tricycles pour ambulance à la communauté de Vaughan. Vaughan, c'est une ville. Ce n'est pas un village, on va offrir des tricycles. Et dans le système éducatif, Kokoroko, aujourd'hui, il est en train d'abattre un travail formidable, mais il faut reconnaître quand même que c'est beaucoup pour lui. C'est beaucoup au niveau des infrastructures. Il y a des élèves qui ne sont pas allés à l'école ces derniers jours à cause de la pluie. Aller vers Montien, il y a des salles de classe dont les toitures ont été pratiquement enlevées. Et il faut voir aussi les bancs sur lesquels les élèves là s'assoient. C'est la catastrophe aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de priorités, mais la santé et l'éducation sont beaucoup plus importantes et le chef de l'État et son gouvernement doivent beaucoup plus travailler sur ce sujet-là. Le temps est contre nous, on aurait aimé aborder les aspects sécuritaires et autres. Firmette, Echo, je n'ai plus le temps. Oui, mais je veux juste dire que le Togo va de l'avant. Les autorités togolaises font des efforts pour repositionner le Togo sur la scène internationale. Aujourd'hui, le climat des affaires est assaini et ça attire beaucoup plus d'investisseurs dans notre pays. Il y a des investisseurs qui arrivent dans notre pays. Donc, on ne peut que souhaiter bonne fête à notre pays. Bonne fête à nous. Merci beaucoup. Bonne fête à nous. C'est avec cela que nous allons conclure. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir alimenté ces débats. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard Croisé.